Tu sais, il y a vraiment tout un travail à faire et c'est très difficile parce qu'il relève de l'impression, du ressenti, du sentiment sur le fait de se sentir à l'aise ou non dans un environnement lorsqu'on est une femme. Euh, Parfois, tu te dis, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui cloche. Tu as ce sentiment-là lorsque tu ouvres la porte d'une pièce et que tu rentres dans une pièce, tu sens que t'es pas à ta place. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Éloquente, le podcast qui porte un regard féministe sur l'art oratoire. Je m'appelle Raphaël Martin, j'enseigne la prise de parole en public et la rhétorique, et chaque semaine, j'invite une femme engagée à raconter son parcours d'oratrice. Aujourd'hui, je reçois Léa Chamboncel. Bonjour Léa, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Raphaël, merci beaucoup. Alors Léa, tu es podcasteuse politique. Tu as créé en 2020, je crois, le podcast Popol, qui est le premier talk-show politique qui donne la parole aux femmes. C'est écrit dans la description. Et tu es aussi journaliste politique. L'année dernière, tu intervenais sur Backseat, l'émission politique de Jean Massé sur Twitch. À l'heure où on enregistre ce podcast, malheureusement, l'émission est arrêtée. Mais à titre personnel, j'espère toujours son retour parce que, pour dire la vérité, c'est là où je t'ai découverte et j'aimais beaucoup cette émission. Et cette année, tu interviens régulièrement sur la chaîne parlementaire. Enfin, tu es également autrice et en 2022, tu as publié Plus de femmes en politique aux éditions Belfond. Alors, pour commencer, Léa, j'aimerais qu'on réécoute une de tes prises de parole sur le 28 minutes d'Arte. L'émission porte sur l'affaire Bayou. Elle est titrée Affaire Bayou, combat féministe ou maccarthisme politique. Et tu prends la parole plus généralement sur les violences que subissent les femmes en politique. Imaginez que le pouvoir politique est l'endroit où la domination masculine est presque consubstantielle à l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif français, on imagine l'exercice du pouvoir par la domination. Donc sur cette base-là, ce sont ainsi que les rapports, mais même entre les femmes et les hommes au sein des partis politiques et des institutions politiques, sont construits. Il faut nécessairement qu'on sorte de ça, c'est-à-dire qu'on dissocie enfin pouvoir et domination. Aujourd'hui, il y a des hommes qui se croient tout permis. Tout permis. Donc lorsqu'on est une femme et que l'on a été effectivement victime d'un certain nombre de violences et qu'on a d'autres personnes autour de nous qui se disent « Tiens, moi j'ai envie de m'engager en politique et j'ai vu comment ça se passait pour les autres », c'est dissuasif pour les femmes. Nelly Garnier le rappelait, les femmes sont sous-représentées en politique. Rien n'est fait pour leur favoriser leur accès. Le nombre de femmes présentes à l'Assemblée nationale a reculé en 2022 par rapport à 2017. Je veux dire, il n'y a aucun mécanisme qui permet un effet cliquet anti-retour. Rien n'est fait pour permettre aux femmes de s'épanouir en politique. J'aimerais que l'on puisse aussi discuter de ça aujourd'hui. C'est-à-dire comment fait-on pour créer ensemble les conditions nécessaires pour que les femmes puissent se sentir protégées. Revenons au fond. Léa, est-ce que tu pourrais nous rappeler dans quelles circonstances c'était et surtout, pour toi, comment c'était de prendre la parole à ce moment-là sur ce sujet-là ? Alors, comment je me suis sentie à ce moment-là ? C'était un moment quand même assez difficile, dans le sens où on est sur un média assez regardé, un média très sérieux. Donc ça, c'était bien. Tu vois, si on m'avait proposé de venir faire ça sur LCI, j'aurais refusé. En l'occurrence, je choisis aussi les émissions sur lesquelles j'interviens. Celle-ci, j'avais le sentiment que c'était le discours que j'avais porté, le discours que je porte de manière générale, est audible. Parce qu'il m'est arrivé parfois de me dire allez, je vais sur LCI, je vais sur BFM pour porter un discours différent et en fait me dire que je me trompe peut-être, je me trompe d'endroit parce que on a beau se dire il faut pas laisser le monopole aux antiféministes, aux racistes, etc., des grands médias, il n'en demeure pas moins que lorsque tu arrives dans ces médias-là, quand tu arrives en plateau, tu sens que t'es pas la bienvenue. Et c'est très désagréable comme sentiment. Et moi, je l'ai eu. Je l'ai eu sur LCI, je l'ai eu sur BFM. Et il est vrai que depuis, j'essaie d'intervenir le moins possible sur ces chaînes-là.
Arte, c'était différent. Arte, tu te dis, bon, on peut se sentir, tu vois, enfin, à l'aise. Et effectivement, lorsque je rentre en plateau à ce moment-là, je suis à l'aise. Bien que la situation est délicate, bien que on n'arrête pas de nous dire, mais oh, ça va, c'est pas parce qu'elle s'est fait larguer que franchement, qu'il doit quitter ses responsabilités, etc. Enfin, des raccourcis qui sont inacceptables, en fait. Ouais. Et ça, sont, c'est des trucs que tu entends en plateau, pas en off. Alors, en off et en plateau, en réalité, en fait. tu vois. Enfin, quand tu vois l'état du débat politique et médiatique au moment où il y a cette prise de parole et cette émission, il est très compliqué. Très compliqué aussi parce que moi, je suis marquée à gauche, proche d'un certain nombre de responsables politiques, essentiellement femmes, chez ELV, mais pas que, chez LFI et d'autres. Et donc, effectivement, on m'attend au tournant, tu vois, genre, la féministe de gauche, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Alors, Quatennens, Bayou. Alors, comme si vraiment les gens l'attendaient, que ça leur faisait plaisir de nous mettre ça dans la gueule et que c'était de notre faute, tu vois. On renvoie toujours aux féministes la responsabilité des actes des hommes politiques qui sont au sein de leur parti politique et avec lesquels elles ont certaines affinités, accointances. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait en premier avec Clémentine Autain et Sandrine Rousseau. On était là, bon, bah alors elles prennent la parole, bon, bref, tu vois, c'est un peu hallucinant. Et donc je prends la parole, je m'impose parce que on est sur un format assez court quand même, donc il faut arriver à dire ce qu'on a envie de dire en peu de temps. Sans véritable préparation, parce que tu sais pas combien de temps tu vas avoir, donc tu sais à peu près, bien sûr, ce que tu veux dire, parce que c'est des choses que tu portes depuis longtemps, donc pas de surprise. Néanmoins, tu connais pas tout à fait le format. Et puis, c'est anxiogène un peu la télé dans le format, tu vois, genre on est là, on te monte la montre sans cesse, on a déroulé, oui, et bon, allez, tu vois, genre... Tu dois répondre vite. Tu dois toujours répondre vite, et c'est chiant, et c'est aussi pour ça que je déteste ces formats-là, pareil que pour la radio, et que moi, je me suis mise sur le podcast et Twitch, parce que je trouve que c'est quand même des endroits où tu peux te permettre... Deux formats où tu prends ton temps, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Donc ça me fait quand même profondément chier à chaque fois que je vais en télé, de manière générale. Et je trouve qu'il est quand même important de pouvoir dérouler, notamment sur ces questions-là. Ouais. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment choquée dans la réaction de la présentatrice et journaliste, Elisabeth Quint, lorsque j'ai voulu, moi, prendre de la hauteur sur cette question, justement, et sur l'affaire Bayou, etc., puisque c'est là-dessus qu'on m'avait interrogée. J'ai questionné cette relation pouvoir-domination qui pour moi est par ailleurs au centre des travaux que j'ai pu mener en matière d'écriture, et c'est vraiment un élément important aussi que j'aborde dans le livre que j'ai récemment publié. Elle m'a dit à la fin, revenons au fond. Et là je me suis dit, mais en fait ici ou ailleurs, personne comprend que ça c'est le fond, que la réalité en fait du monde politique aujourd'hui, c'est un monde qui est parfaitement impitoyable et où les femmes sont particulièrement, mais pas que les femmes d'ailleurs, hein, c'est important de le dire, toutes les personnes qui sont socialement dominées sont particulièrement opprimées, sont particulièrement bousculées, sont particulièrement violentées. Et c'est ça en fait la question. Et ça c'est difficile à dire parce que les gens sont oui votre truc de patriarcat là, bon ça va. Non en fait, c'est ça le fond. Donc bref, j'étais un peu tu vois, je me disais, ok, mais vous voulez parler de quoi, en fait? Pourquoi vous m'avez invité dans ces cas-là? Voilà. Bah, justement, moi, j'avais choisi cet extrait en grande partie parce que je trouve très représentatif de la manière dont tu t'exprimes sur le fond et sur la forme de la parole que tu portes. Parce que tu as une expertise dans ce sens-là. Hein. Le titre de ton livre, c'est « Plus de femmes en politique », ça parle de soi-même. Et à mon sens, tu portes vraiment une parole féministe sur la politique, sur le monde politique. Et avant d'explorer un peu plus la manière dont tu prends la parole aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un retour en arrière et qu'on voit comment tu es arrivé là. Et donc, aujourd'hui, tu as ces deux expertises sur le féminisme et la politique. Et des deux, quel intérêt est venu d'abord ? La politique. La politique. Et de quelle manière ? Enfin, la politique de manière consciente. Le féminisme, je pense que... c'était presque un féminisme ancré en moi en quelque sorte, mais comme beaucoup de femmes, hein, voire peut-être toutes les femmes, même celles qui disent qu'elles sont pas féministes, peu importe. C'est presque un féminisme empirique, tu vois, d'une situation. Moi, j'ai grandi avec ma mère en situation de monoparentalité, qui était dans une situation financière très difficile. Je l'ai vue galérer. C'est pas forcément des choses que j'ai intégrées. Enfin, c'est des choses que de manière un peu inconsciente, tu vois. Ouais. Et effectivement, l'injustice d'être une femme seule à devoir gérer des enfants, etc. Enfin,
Ça, je pense que tu te le prends dans la gueule, tu le vis au quotidien avec la personne qui t'élève. Mais tu mets pas des mots dessus. Oui, et tu te dis pas féministe, Non, tu l'intellectualises voilà, pas. exactement. Ça prend plus de temps. Et d'ailleurs, je vais faire une confidence pour être très sincère. Moi, j'ai été toujours très proche intellectuellement et sur le concept de domination, de la nécessité de casser cette domination pour revenir à des rapports plus horizontaux, moins verticaux et égalitaires dans la société. Ça, c'est certain. Néanmoins, j'ai pendant très longtemps hésité à rejoindre un mouvement militant ou à me dire militante. Ça a pris des années. Parce que je trouve qu'on a cette... alors, c'est peut-être dû au milieu parisien. Je pense que c'est valable dans n'importe quelle grande ville un peu urbaine où un entre-soi bourgeois, notamment dans le monde médiatique, mais pas que, tu vois, est assez présent. J'avais l'impression que j'étais pas légitime à être féministe parce que j'avais pas forcément lu une telle, et que on me le renvoyait à la gueule assez facilement, tu vois, genre quoi, t'as pas lu? Ben non, désolé, excuse-moi, ça en fait pas pour autant j'ai quand même intégré le concept, et je trouve que c'est quelque chose sur laquelle on le tue au sein du milieu militant et féministe. On le dit pas, personne le dit, genre voilà, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut critiquer parce que il y a énormément de femmes qui se retrouvent dans des situations très difficiles et qui se mettent un peu une barrière en se disant « Ah ouais, non mais attends, le féminisme, c'est un truc d'intello. » Alors qu'en réalité, le féminisme, c'est quelque chose de très concret, de terrain, avec des associations qui luttent, des femmes qui sont dans des difficultés extrêmes, et pas que des salons bourgeois parisiens où l'on discute du dernier bouquin, d'une telle ou autre. Et c'est pour ça aussi peut-être que j'ai été plus... que j'ai mis du temps à me jeter à l'eau et à vraiment m'affirmer comme féministe et militante parce que j'avais le sentiment que j'avais peut-être pas le bagage attendu par rapport à des figures féministes et militantes qu'on peut croiser aujourd'hui. Donc, avant de t'affirmer comme féministe, tu as commencé à t'intéresser à la politique. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à la politique ? Mon expertise, vraiment, parce que moi, je considère, et comme beaucoup de personnes, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'à mon avis, il faut le considérer, le féminisme est une expertise. C'est vraiment comprendre des rapports de domination, comprendre des violences, comprendre ceci, comprendre cela, les déconstruire et apporter des solutions. Donc, c'est une véritable expertise. La politique, moi, mon domaine d'expertise initial, c'est vraiment la politique. Mais aussi... à cause de ces questions d'inégalité, moi, très jeune, je me suis tournée vers des auteurs qui traitaient justement de la nécessité de sortir de rapports de domination au niveau des classes sociales. Enfin, clairement, j'étais à fond dans Marx, Engels et compagnie. Donc, je me suis beaucoup nourrie intellectuellement, en tout cas, sur ces types d'auteurs, des auteurs en l'occurrence, et je regrette que ce ne soient pas des autrices. Ça, c'est un sujet qu'on peut aborder. Pourquoi la philosophie politique, essentiellement, est structurée par des hommes, et on entend peu les femmes. Peut-être que ça nous permettrait d'avoir un regard différent sur les politiques aujourd'hui, les rapports de pouvoir et l'exercice surtout du pouvoir. Mais petite parenthèse. Et donc, ouais, assez rapidement, je me suis interrogée sur ces questions-là. Vers 15-16 ans, j'ai commencé vraiment à lire tout ce que je pouvais. Parce que ça me fascinait, en fait. Ne serait-ce que le vivre ensemble. Moi, je perçois la politique comme quelque chose de très noble, en fait. C'est pas la politique politicienne, la popole, justement. Mais pour moi, c'est un choix de société, en fait. Comment vit-on ensemble ? Comment décidons, nous, de coopérer, de vivre pour que chacune et chacun soit à l'aise, en fait, dans notre société. Donc, c'est ça, pour moi, la politique. Et en ça, le féminisme est un projet politique. Et donc... Voilà, c'est comme ça que je me suis vraiment intéressée à la politique. Et ensuite, je me suis engagée, feu Parti socialiste, parce que c'était pratique à l'époque. Et c'était comment ton expérience d'engagement ? Est-ce que tu l'as vécu à l'époque comme un milieu sexiste, par exemple ? Écoute, non. Alors, rétrospectivement, je pourrais peut-être avoir la grille d'analyse nécessaire pour dire effectivement j'étais face à du sexisme. À l'époque, non, j'avais 17 ans... J'étais encore au lycée, j'étais en Ardèche à l'époque d'ailleurs, c'est drôle parce que c'était la circo d'Olivier Dussopt, qui est aujourd'hui ministre. Ouais, je m'en souviens. Bref, et c'était fun parce que tu vois, j'étais avec une pote,
On allait tracter le samedi matin sur le marché en bouffant des picodons et en buvant un petit verre de blanc, de vionnier, parce qu'il y a beaucoup de vionnier en Ardèche qui est délicieux, j'adore. Ça m'a laissé des traces d'ailleurs. Dès que je vois vionnet sur la carte. C'est très bon. Voilà, c'est ma Madeleine de Proust. Du coup, c'était fun, mais c'était chiant en fait, tu vois. Genre, il n'y avait pas ce côté, on réfléchit ensemble à la société dans laquelle on veut vivre. C'était bon, bah tiens, tu vas aller mettre des tracts dans les boîtes aux lettres, et puis voilà. C'était quelle campagne? C'était pendant les législatives et c'était une époque où en plus je pouvais pas encore voter, tu vois. Donc c'était juste après le deuxième tour Le Pen Chirac. À quel moment tu t'es dit, est-ce que tu es resté en politique déjà? Est-ce que tu as continué à militer après? Alors après ça, j'ai passé du temps à l'étranger. Ensuite, j'avais 16-17 ans à l'époque. J'ai passé mon bac, tout ça. Puis je me suis dit que j'allais me remettre en politique au moment de... ça allait être la première fois que j'allais pouvoir voter à une présidentielle, et c'était la campagne de Ségolène Royal. J'étais pas méga emballée par Ségolène Royal, je dois l'avouer. Je ne le suis toujours pas, au demeurant, pour des raisons qui me sont propres. Subjectives et objectives, mais peu importe. Et pour autant, le sursaut, en fait, l'électrochoc de 2002, je voulais pas revivre ça. D'accord. Donc je me suis dit, bon ok, là je vais pouvoir voter, donc c'est une chose, mais pas que en fait. Je veux aussi convaincre les gens autour de moi de voter pour la gauche. Donc là, j'ai rejoint une deuxième section qui était à Grenoble, parce qu'à l'époque, je faisais mes études à Grenoble. Et pareil, tu vois, les gens de la section étaient là, ah bah c'est sympa que vous soyez là les jeunes, hein, c'est cool. Mais bon, pareil, tu vois, on me redemande, d'une part, il y avait cette espèce d'injonction à rejoindre la MJS. Et j'ai senti que je n'étais pas tout à fait à ma place. Bon, je continue à tracter, faire ce qui me demandait. Et puis, je rejette l'éponge, échec. Et le dernier engagement politique avec le PS que j'ai mené, après je lâche ma carte, tu vois, je laisse tomber l'affaire, c'était pour la campagne de Benoît Hamon. D'accord. Où là, je suis allée boiter, je suis allée tracter. Et là, c'était une belle campagne parce que j'étais très séduite par le projet du candidat qui proposait, à mon sens, un véritable projet de société. Et voilà, je suis retombée dedans. Et puis après, le PS est devenu ce que c'était. Génération, j'ai suivi un peu de loin ce qui se passait. Et puis, j'ai recompris que j'étais pas à ma place. Et à quel moment tu t'es dit que, parce que tu étais une femme, ta parole était peut-être vue de manière différente ou moins prise au sérieux? Si c'est quelque chose que tu n'as pas vu tout de suite. Alors, c'est effectivement quelque chose que j'ai pas vu tout de suite. Ça, je l'ai compris dans le monde professionnel. D'accord. Et au bout de quelques années, d'ailleurs. Pas tout de suite, tu vois, pas en débarquant. Ouais. Si, ma première expérience, je l'avais bien compris, tu vois, qu'ils pensaient que j'étais plus là pour faire des photocopies et leur filer du café qu'autre chose. Mais bon, bref, je suis quand même arrivée à faire mes preuves. Parce que c'est ça, en fait, qu'on demande à une femme, tu vois. Faire ses preuves. Faire ses preuves. Montrer que tu peux faire du bon café et puis écrire un livre blanc sur la politique commerciale de l'Union européenne, ou un truc dans le genre. Ouais. Ce que je ne faisais pas, mais je prends un exemple complètement loufoque. Faut faire les deux. Faut faire les deux. C'est ça. Ah oui, il faut être une bonne maman. Et puis, faut faire du sport et être très performante au travail. Et être belle. Et voilà, tout ça. Bref, on a toutes les mêmes injonctions. Et en l'occurrence, c'était... Ensuite, ma carrière, j'ai débuté au ministère des Affaires étrangères. C'était très cool. J'ai vraiment kiffé. Donc, j'étais en poste, en stage à Lisbonne, puis ensuite à Rio. Ensuite, j'ai eu un contrat à Phnom Penh pendant 2 ans. Donc, j'étais à l'ambassade de France. Et là, franchement, c'était chambé parce que j'avais 2 boss absolument géniaux. 2 hommes, en l'occurrence, mais qui étaient vraiment super empouvoirants, comme on dit, et qui jamais ne nous ont méprisés parce qu'on était des femmes et qui nous ont toujours donné la place que l'on méritait, qui nous ont toujours mis en avant, et franchement, je peux que les remercier parce que c'était assez exceptionnel. Ensuite, je rentre en France et je dis, je veux faire du plaidoyer. Faire du plaidoyer, c'est bosser pour des ONG et faire de l'influence pour des assos des ONG. Donc, je bataille pour essayer de trouver un contrat. Et là, on me dit, ouais, mais vous n'êtes pas passé à l'Assemblée nationale ou en cabinet d'affaires publiques. Et j'étais, non. En l'occurrence, j'avais pas cette expérience. Ils me disaient, ouais, mais ça manque quand même sur votre CV. Donc, on me conseille, alors ça a été un bon et un mauvais conseil, de serrer les dents, de me former pendant 1 an et demi, 2 ans dans un cabinet. Et ensuite de revenir du côté plus clair de la force.
Et donc, du coup, je postule en cabinet d'affaires publiques, sans trop savoir où je mettais les pieds, tu vois. J'étais assez jeune en plus. Et je suis recrutée dans un cabinet, et au bout d'un moment, là, je comprends que, tu vois, être une meuf, c'était pas normal, quoi. Enfin... T'étais la seule? Non, j'étais pas la seule. Et j'avais été recrutée par la DGA, donc DG adjointe, qui était une meuf absolument géniale, et qui s'en prenait vraiment plein la gueule, pour le coup. Pas tant de la part du boss, mais surtout des consultants, tu vois, de mon âge, et qui avaient un peu du mal à comprendre qu'une meuf qui débarque soit au même niveau qu'eux. Mais c'était ahurissant, quoi. Mais genre vraiment ahurissant. Genre, il y en a un qui était là, oui, non, mais moi je suis misogyne, je l'affirme, il n'y a aucun problème, les femmes. Texto. Ouais. Le mot misogyne, utilisé, totalement assumé. Tranquille. Totalement. Ok. Et même pas en mode, lol, non, pas du tout. Ouais. Genre, voilà. Ok. Donc c'était un peu étrange. Bref. Et puis, tu sais, enfin, quand t'écoutes, enfin, t'entends des conversations qui sont assez choquantes. Moi, je me souviens, par exemple, d'un soir, fin de journée en cabinet, c'est 21h, tu vois. Ouais. Avant que tu rentres chez toi à 22h et que Évidemment. tu manges une boîte de thon et que tu ailles te coucher. Voilà. C'est une bonne journée, ça. Parce que t'as pas fini à C'est 1h du super. mat, donc t'es trop contente. Et donc, du coup, tu vois, j'entends par exemple le boss qui dit à la DG ah, tiens, on a un dîner ce soir, faut que tu mettes une robe de pute, tu vois, des trucs comme ça. Moi, je dis, De pute. pardon. Comment? Ok. Tu vois, donc des réflexions comme ça, des remarques, des situations aussi où tu sens que en fait, c'est pas évident d'être une femme dans cet environnement. Ouais. Et est-ce que toi, ça a changé ta manière de t'exprimer, ou est-ce que tu t'es dit que t'allais coller à certains codes? Alors, comme beaucoup de femmes, je pense, et beaucoup de personnes, de femmes que j'ai côtoyées, tu te blindes sur ton professionnalisme. Voilà, tu te blindes en faisant en sorte qu'on puisse rien te reprocher. Le côté j'ai pas le droit à l'erreur. C'est ça. Et tu pars du principe que si tu peux rien, enfin voilà, tu te blindes. Donc je me suis blindée professionnellement pour me protéger, je pense, des autres qui étaient très véhéments, des autres consultants, etc. Et puis je me suis cassée surtout au bout d'un moment. La meilleure C'est chose surtout à ça. De faire. toute façon, c'était le projet. Et ça, c'était vers quelle année à peu près? Ça, c'était en 2015-2017. Ok. Donc, vers 2017-2018 vient MeToo. Ouais. Et à ce moment-là, où t'étais et est-ce que ça a changé des choses pour toi? À ce moment-là, j'avais donc quitté ce poste. J'étais en freelance et je faisais enfin du plaidoyer pour des associations et des ONG. J'étais arrivée à mon objectif. Donc, très cool. Est-ce que MeToo a changé quelque chose pour moi? MeToo, je l'ai accueilli avec, comme tout le monde, je l'espère en tout cas, avec évidemment beaucoup d'attentes, faut le dire, beaucoup de joie en quelque sorte de voir qu'il était, voilà, on pouvait enfin prendre la parole sur de soulagement. De soulagement, exactement, c'est le terme. Et de rage, en fait, aussi. Te dire, waouh. Voilà le nombre de meufs qui souffrent et qui ont souffert et qui continuent à souffrir. Et avec beaucoup de frustration aussi, parce que à travers mes différents engagements, mais plus particulièrement aussi, tu vois, enfin, les personnes que j'ai pu côtoyer lors de ma carrière professionnelle, déjà à l'époque, j'avais eu et croisé des femmes qui avaient été victimes de violences sexuelles et sexistes à l'Assemblée nationale, au Sénat, en cabinet, etc. Des très jeunes femmes, pour la plupart. Et donc beaucoup de frustration et de rage parce que rien ne sortait sur la politique. Ça a mis du temps, MeToo politique. Ouais, on fête les 1 an. C'est tout. Ça fait 1 an que la tribune est sortie et que l'observatoire a été créé. Donc beaucoup de difficultés à faire émerger le MeToo politique. En 2020, tu lances Popol, ton podcast. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça et qu'est-ce qui t'a motivé à donner la parole à des femmes politiques? Alors,
Déjà, j'avais envie d'un talk show parce que on arrivait à peu près 1 an et demi avant l'élection présidentielle et les élections législatives. Et je trouvais intéressant de préparer le terrain, de donner envie peut-être aux gens de s'intéresser davantage. Mon objectif premier dans mon engagement médiatique et politique, disons, c'est vraiment de rendre accessible l'expertise, la connaissance de la chose publique. Donc la vulgarisation est pour moi quelque chose de très 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 importante. J'avais déjà créé un podcast en 2018, mais qui était plus sur un format micro-trottoir, un format plus long, où je faisais pas forcément intervenir que des femmes en l'occurrence, mais on était plus sur un sujet qui est traité un peu de A à Z sur un format de 45 minutes, on n'était pas sur le même format. Et j'avais envie, en fait, déjà de valoriser une certaine expertise qui est pas visible. Et ça renvoie à cette expérience que j'ai eue en travaillant avec des collaboratrices parlementaires où je voyais quand même qu'elles faisaient un taf de ouf, qu'elles étaient archi calées et que elles avaient jamais l'opportunité, en fait, de valoriser cette expertise et ces connaissances. Et je me disais, mais quand même, du coup, c'est leurs députés, leurs sénateurs, pour la majeure partie des mecs, qui bénéficiaient un peu de leur travail. Et je trouvais ça un peu injuste. Et surtout, je trouvais ça dommage de ne pas valoriser cette parole et cette expertise. Et il y a eu aussi la crise du coronavirus, on l'a appelé. Tout d'un coup, que des hommes experts sur tous les plateaux médiatiques. Exactement. Et tu te dis, bon, c'est pas possible, en fait. Je crois qu'ils nous ont refait le coup avec la guerre en Ukraine. Oui, c'est bien possible. Les experts des guerres, bien évidemment. sûr. Guerre, c'est un truc et de là, garçon. Tu te dis, bon, voilà. Et j'avais envie surtout de faire un talk show, mais pas forcément un truc qu'on voit classique, tu vois. J'avais envie d'avoir un ton différent. Et ça m'a un peu... c'est venu un peu comme ça. Mais je me suis dit, mais en fait, s'il y avait que des meufs, peut-être que, d'une part, on pourrait valoriser leur expertise, parce qu'on les écoute jamais, on les invite jamais, rarement, moins que les hommes en tout cas. Et en plus, peut-être qu'on n'aurait pas ces espèces d'invectives verbales, de mecs qui se coupent la parole, ou qui empêchent les femmes de parler, qui prennent la parole avant qu'elles ne puissent dire un mot. Et... Ça, tu trouves que c'est équitablement réparti entre tous les milieux, ou est-ce que tu trouves que c'est particulièrement vrai en politique ? C'est particulièrement vrai en politique, encore une fois, parce que tu vois, par exemple, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ces logiques de pouvoir et domination. En politique, faut dominer. Oui, bien sûr. Tu vois ? Évidemment. Sinon, t'es pas un bonhomme politique. Il faut ne pas avoir de doute. Ah non, quand même, tu vois. Genre Macron qui nous dit sur l'application qui à l'époque s'appelait Stop Covid, qui dit aux journalistes qu'il interviewait pendant le confinement, mais ça n'a pas marché. Alors je ne dirais pas que ça n'a pas marché. Non, je ne dirais pas que je ne dirais pas que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Le mec est insusceptible de se remettre en question au point de dire non, ce n'est pas un échec. C'est gravissime. Moi, les dirigeants politiques qui n'en font qu'à leur tête et qui sont insusceptibles de se remettre en question, c'est des gens qui m'inquiètent en fait. J'ai peur de ces gens-là. Parce que je me dis, oh merde. Si vraiment il est persuadé de détenir la vérité absolue, on est vraiment, vraiment, vraiment dans la merde. Et ça m'inquiète. Et ça, je pense que c'est aussi ça qu'il faut impérativement déconstruire. Mais comment on fait ? Comment on fait ? Je pense, en fait, ma question elle est double. C'est comment on fait quand on est une femme politique pour naviguer dans ce monde-là ? Alors, tu n'es pas une femme politique, mais tu en as interviewé un certain nombre. Mais peut-être on peut commencer par toi, nous qui sommes pas des femmes politiques, mais qui peut-être prenons la parole sur ces sujets. Est-ce que, par exemple, en parler autrement, ça peut changer les choses ? Bien sûr. Ah, mais moi, j'en suis convaincue. Et c'est aussi le pari que j'ai fait, d'ailleurs, avec Popol. C'était un pari. Je ne savais pas ce que ça allait donner. Et en fait, je me rends compte. Personne ne se coupe la parole. Personne n'est là pour monopoliser la parole aussi. Là, j'ai interviewé près de 150 personnes. J'ai fait 70 épisodes à peu près. Et personne n'a interrompu quelqu'un, ne lui a parlé plus fort. Pourtant, j'ai pas forcément toujours eu des panels très consensuels. J'ai eu, par exemple, Caroline Janvier de La République En Marche avec Manon Aubry. Oui, les filles. Pas exactement la même ligne.
Pas tout à fait, mais capable d'avoir un dialogue sain, apaisé, et un dialogue constructif, tu vois. Alors, on n'arrête pas de me reprocher que le consensus, c'est un truc de bourgeois politiquement, etc. Mais non, pourquoi ? Alors oui, il faut... C'est pas parce que tu défends des idées qu'il faut forcément le faire en écrasant les autres. Je pense qu'il faut faire dominer... Enfin, il faut gagner le combat en déconstruisant un certain nombre de choses, en faisant comprendre aussi les mécanismes de domination dans lesquels on vit. Et pas forcément en disant « j'ai raison, that's it », tu vois, ou « tu as tort et je te domine ». Je pense qu'il faut vraiment sortir de le combat politique, déjà ne serait-ce que le terme combat, on peut le questionner. Moi, je pense et le que... fait qu'on va l'utiliser, même nous, femmes féministes, bien sûr. Toi qui as une expertise sur ces sujets, qui critique ce terme-là, c'est quand même le premier terme qu'on vient en tête, tellement il est... Mais parce qu'il est valable. Oui. On est dans une logique d'affrontement aujourd'hui. On l'est. Et je pense qu'on gagnerait à sortir de ces logiques d'affrontement, notamment lorsqu'on décide de faire société ensemble. Et qu'on décide de se poser et de réfléchir ensemble à ce que l'on doit faire. À la limite que je vois à ça, c'est qu'il y a des gens avec qui on n'a pas envie de faire consensus. Alors, moi, j'ai pas très envie de faire consensus avec l'extrême droite, par exemple. Non, c'est sûr. Mais il serait peut-être pas mal que l'extrême droite arrête d'être l'extrême droite, tu vois. Alors peut-être que je suis dans une utopie totale. Mais moi, j'ai envie d'imaginer un monde où il n'y a plus de racisme. J'ai envie d'imaginer un monde où il n'y a plus de sexisme. J'ai envie d'imaginer un monde où les femmes n'auront pas peur de prendre la parole en public, où les femmes n'auront pas peur de prendre le métro à 1h du mat, où les femmes n'auront pas peur de mettre une mini-jupe dans la rue. J'ai envie d'être dans ce monde où les personnes qui sont racisées ne se feront pas refuser des postes, ne se feront pas refuser des appartements en location, etc. Pourront avoir accès à des études supérieures comme tout le monde. J'ai envie d'imaginer ce monde-là. Et j'ai pas envie qu'on me dise, mais de toute façon, tu dis de la merde, c'est impossible parce que le capitalisme et les bourgeois. Certes, mais moi, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je ne l'accepte pas. Ouais. Je ne l'accepte pas. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à dépasser ces difficultés, mais que pour cela, il faut qu'on ait un projet où on puisse avancer ensemble. J'ai l'impression que tu parles de deux choses différentes. En fait, c'est que d'un côté, il y aurait le consensus ou le fait qu'on serait tous d'accord sur un projet commun. Mais il y a aussi peut-être quelque chose, moi, qui me paraît plus accessible, c'est que, ok, peut-être que le consensus, c'est tout le monde d'accord, c'est peut-être un peu utopiste, etc., et qu'il y a je pense qu'il y a des intérêts quand même très différents, mais on peut peut-être un peu plus organiser le débat d'idées pour que ce soit moins la délibération, bien sûr. La délibération. Le consensus, déjà, pour moi, c'est pas forcément tout le monde est d'accord. Puis peut-être que le terme est mal choisi, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse référence à un autre terme. Lorsqu'on décide de faire société, et ça c'est quand même pas moi qui l'ai inventé, tu vois, mais là on va convoquer des philosophes politiques, on va convoquer le contrat social, on va convoquer Locke, Rousseau, Hobbes et compagnie, encore des mecs. Mais enfin, lorsqu'on décide de s'intégrer, de vivre, enfin, pas le terme n'est pas bon, mais lorsqu'on décide de faire partie intégrante d'une société, de faire partie intégrante d'un projet politique commun, il y a forcément des sacrifices qu'on doit faire. Des choses sur lesquelles il faut qu'on lâche. Tu vois, on parlait en off avant, tout à l'heure, de la politique, du fait de s'engager, de se compromettre dans une certaine mesure. Ouais. Je veux dire, il faut aussi faire accepter aux gens qu'un certain nombre de sacrifices sont nécessaires pour vivre dans une société où les autres, et eux, et elles, seront... vivront mieux. Enfin, c'est ça, en fait. C'est juste faire accepter des sacrifices. Je veux dire, consentir à l'impôt, c'est ça, en réalité. C'est se dire, OK, bon, je paye des impôts, mais par ailleurs, il y a un service public qui tient la route, mes enfants peuvent aller à l'école, je me pète une jambe, je peux aller à l'hôpital. C'est un choix de société. Et moi, cette société, cet idéal-là, on est arrivé à l'atteindre. On est en train de le déconstruire aujourd'hui, malheureusement, à coup de réformes sociales excessivement violentes. Il faut se battre pour préserver nos acquis sociaux, en conquérir d'autres. Et je pense qu'on peut, sur ce modèle-là, ok, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord, mais on est prêt et prête à consentir à un certain nombre de sacrifices pour le bien commun. Pour revenir sur toi, ta prise de parole, aujourd'hui, tu es un petit peu visible dans les médias. Tu es régulièrement sur la chaîne parlementaire. Quand est-ce que ça a commencé et quand est-ce que tu as commencé à prendre la parole dans les médias? Au début, tu me disais que c'était quoi tes premières expériences dans les médias? Ma toute première expérience de prise de parole, c'était sur France Culture.
Et c'était à l'époque, dans l'émission qui s'appelle aujourd'hui Le temps du débat, à l'époque du grain à moudre. Et j'étais trop contente. Parce qu'en fait, à l'époque, c'est Hervé Gardette qui présentait cette émission. Et franchement, j'étais fan de l'émission. C'est une super émission. C'est une super émission. Ouais. Et du coup, j'étais trop contente. Bon, c'était pour parler de droit d'auteur, ça n'a absolument rien à voir. C'était il y a un petit moment. Très bien. Mais du coup, j'étais super contente. Archi stressée, évidemment, parce que, tu vois, pour moi, c'était une première. Et en plus, c'était un peu... l'émission, tu vois. Je l'écoutais tous les jours, religieusement, très attentive, bref. Et ça s'est super bien passé. J'étais assez contente à la fin. C'était une expérience assez chouette. Ça, c'était ma toute première prise de parole dans les médias. Et j'ai enchaîné quelques prises de parole sur France Info TV. D'accord. Et j'ai grave kiffé. Sur le 23h à l'époque de Patricia Loison qui présentait le 23h dans un format qui s'appelait le duel politique où j'intervenais toujours avec une ou un journaliste de la rédaction et on échangeait sur l'actualité politique. C'était très cool. C'était un environnement très bienveillant, très chouette. J'ai bien kiffé. Et après, on m'avait proposé de venir régulièrement sur LCI. On m'a proposé quelques interventions et franchement, là, c'était l'enfer. J'ai pas du tout kiffé, quoi. Pourquoi ? Parce que tu sens que t'es pas dans ton... Enfin, tu sais, il y a vraiment tout un travail à faire et c'est très difficile parce qu'il relève de l'impression, du ressenti, du sentiment sur le fait de se sentir à l'aise ou non dans un environnement lorsqu'on est une femme. Parfois, tu te dis, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui cloche. T'as ce sentiment-là, lorsque tu ouvres la porte d'une pièce et que tu rentres dans une pièce, tu sens que t'es pas à ta place. Non pas parce qu'on t'a dit quoi que ce soit, et donc c'est très difficile à objectiver, en fait. Tu vois, forcément, t'as un mec qui te dit « casse-toi » ou « ferme ta gueule ». Bon, là, c'est évident, tu vois. Tu te dis « bon, bah, ok ». Robe de pute. Voilà. C'est clair. Les choses sont claires. Quand tu rentres dans une pièce et que ce sont des regards... C'est juste bizarre que tu sois là. Ah bah oui, et puis on te le fait sentir, tu vois. Genre on te regarde pas comme les autres. Et ça, c'est... Tu vois, je peux pas, par exemple, dire à LCI, s'ils me rappellent, non, je veux pas venir parce que les gens me regardent bizarrement. C'est chelou, tu vois. Ou alors je me sentais pas très à l'aise parce que vos autres chroniqueurs sont essentiellement des mecs de plus de 60 balais et que je sens qu'ils sont là pour m'attaquer, pas forcément être dans la discussion ou en tout cas me mansplainer quand même beaucoup. À partir de quel moment t'as commencé à assumer qu'il y a des endroits où t'as pas envie d'aller et à te dire bah tant pis, BFM, LCI, je me sens pas bien. Bah tu sais, il y a une technique assez pratique, c'est vous payez combien? D'accord, très bien. Voilà. Ah bah non, on n'avait pas prévu de vous faire de contrat. Bah salut. Ouais. Voilà. C'est simple. Moi, je trouve ça super intéressant que tu dis ça parce que il y a quelque chose qui m'importe beaucoup, c'est le fait de se dire que on n'est jamais obligé de débattre et qu'il faut s'extraire des débats quand ils sont trop pourris, trop ceci, trop cela, qui sont ou pas dans des environnements qui nous plaisent ou dans des termes qui nous plaisent pas. Et ça vaut pour les plateaux télé, ça vaut aussi pour tonton machin au repas de Noël qui te demande de justifier le féminisme. C'est très difficile comme question. Ouais. Vraiment. Parce que... et j'ai toujours pas la réponse. Je fais vraiment au cas par cas. Parce que t'es coincé entre... On peut pas leur laisser le monopole de la parole. Il faut de la contradiction. C'est nécessaire. Et même si c'est désagréable parfois pour nous, il faut le faire. Et peu importe l'environnement, en fait. Il faut se jeter dans l'arène parfois. Et en fonction des périodes de ta vie, il y a des moments où tu te sens plus ou moins de le faire. Parce qu'il faut être armé pour ça. C'est pas forcément évident. Donc, moi, je suis un peu coincée entre, effectivement, il faut y aller, il faut porter cette parole, il faut déconstruire, il faut contredire, il faut déconstruire le débat et les prises de position en face de nous. C'est nécessaire. Peu importe le support, tu vois, et l'endroit, en quelque sorte. Il faut porter cette parole, n'importe où.
Même sur TPMP, tu vois, par exemple. Même sur TPMP. C'est un débat. Non, ça. mais c'est un Même vrai sur débat, tu vois. Même sur TPMP. Est-ce qu'il faut faire ou ça ou pas? Je ne sais pas. Et coincé aussi entre ça et j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai pas les épaules, genre pas là. Je sais que ça va être horrible. J'ai pas envie de passer ce moment-là. À quoi bon? Quel est, tu vois, quels sont les impacts? Quel est l'impact aussi d'une prise de parole dans ce type d'environnement qui sont plutôt acquis? Tu peux éveiller des consciences, mais quand t'es face à un public qui est acquis à d'autres choses, et à l'antiféminisme notamment. Et la composition etc. du plateau aussi. La Quand t'es composition seul du contre plateau, bien trois, sûr. c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Et donc, du coup, tu te dis, bon, je vais pas y arriver, j'ai pas envie. Par ailleurs, j'ai pas envie d'y aller, que ça buzz éventuellement et que ça permette à un Bolloré, à un Bouygues associé à cela de se faire de la thune ou de visibiliser encore plus cette émission pour voilà, un grand nombre de personnes qui finalement avaient peut-être décidé de ne pas, tu vois, se dire tiens, je vais regarder. Mais par exemple, je sais pas, j'en sais rien, ça se trouve, il y a des personnes de ma communauté qui se disent ah bah tiens, si Léa elle passe sur TPMP, je vais peut-être jeter un œil. Bah non, en fait. Je suis pas là en fait pour vous emmener sur TPMP, même si bon, c'est pas la question, je prends ça vraiment au hasard, mais plus pour essayer de convaincre le public déjà acquis. Et franchement, je sais même pas si c'est possible. Je trouve que dans le paysage médiatique actuel, j'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué. Mais ouais, carrément. C'est marrant parce que j'avais eu cette conversation avec LCI. Bon, alors, ils me payaient pas sur mes interventions, mais ils avaient au moins la cordialité, disons, de me proposer un taxi pour rentrer, parce que souvent les émissions se terminaient tard, etc. Et je me souviens. Au bout du monde. Et au bout du monde, par ailleurs, ouais. En tout cas, de notre monde à nous. Il y a un autre monde là-bas, mais qui n'est pas le mien, effectivement. Et je me souviens, j'étais rentrée donc avec un taxi qui m'avait mis à disposition. Et le chauffeur était grave sympa, on avait grave parlé, enfin bon, bref, on papotait et tout. Il me disait, mais pourquoi vous faites ça, vous genre, mais qu'est-ce que vous foutez là-bas, en gros, tu vois. Et j'étais là, bah, j'aimerais bien, justement... porter un discours différent. J'en ai marre d'entendre que des racistes, que des antiféministes, que ceci, que cela. Ils ont beaucoup trop de visibilité. Je pense qu'il faut rééquilibrer un peu les choses. Il disait, mais franchement, madame, vous perdez votre temps. Dis les personnes qui regardent ces émissions-là, les personnes qui regardent Zemmour, ils s'en foutent de ce qu'il dit. Ouais. Ils sont acquis à la cause, presque. Et j'étais là, ah ouais. Et ça m'a vraiment, tu vois, genre... Du coup, je me suis vraiment aussi posé la question grâce à cet échange en me disant... Est-ce que vraiment c'est aussi facile que ça de juste aller porter une parole différente? Je sais pas. J'ai toujours pas la réponse. C'est super compliqué. J'ai l'impression que même là, à l'heure où on enregistre en tout cas ce podcast, on est en plein dans l'affaire Louis Boyard qui s'est retrouvé député de la France Insoumise, qui s'est retrouvé sur TPMP, à horreur critiquer Vincent Bolloré, et ça n'arrête pas. Et la séquence, moi, je trouvais horrible avec Cyril Hanouna qui prend le bazooka, vraiment. Non, je trouve ça vraiment horrible. Et ça pose la question de qu'est-ce qu'on peut dire dans ces espaces-là, quoi. Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire, et aussi dans quelle mesure on normalise aussi, tu vois. C'est ça. Parce que il y a aussi ça, se dire que la personne qui est en face de nous, l'interlocutrice ou l'interlocuteur avec lesquels on est en train d'échanger, ont des propos peut-être suffisamment acceptables pour qu'on aille débattre avec toutes les guillemets nécessaires. Ouais. Et la grande question de est-ce qu'on débat avec l'extrême droite, c'est ça aussi qu'il faut se poser, tu vois. Genre jusqu'où on va. Mais j'ai pas de réponse. Bah, moi non plus. Mais c'est important qu'on en discute, je pense. Et il y a aussi un élément important qui est assez dissuasif pour les féministes et les femmes et les féministes lorsqu'elles prennent la parole. Et on voit bien, je pense d'ailleurs à Rokhaya Diallo qui à chaque fois se prend des putains de shitstorms. À chaque fois qu'elle prend la parole, elle est toujours très intelligente. Moi, j'adore ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. Elle est brillante. Elle est incroyable. Et à chaque fois, elle se prend, mais putain, mais c'est ahurissant ce qu'elle peut se prendre dans la gueule. Il y a ça aussi. C'est-à-dire quand tu as le courage d'aller sur un plateau pour essayer de porter une parole différente, construite, intelligente, documentée, référencée, tout ce que tu veux,
Derrière, tu te prends des shitstorms et des vagues de cyberharcèlement et des raids de fachos et ceci et cela et des menaces de mort, de machin. C'est ça aussi, la réalité aujourd'hui de la prise de parole des féministes dans les médias. Alors justement, en parlant de ce genre de joyeuseté, je trouve que on sort d'une période, enfin je sais pas si on en sort vraiment, mais en tout cas l'automne, cet automne 2022, quand on essaye de porter une parole féministe dans les médias, a été hyper compliqué parce que affaire Quatennens, affaire Bayou, une période que je trouve on peut qualifier de backlash féministe. J'ai montré un extrait d'une émission qui était sur l'affaire Bayou, où tu prends la parole sur la violence des femmes en politique. Tu l'as fait plusieurs fois de différentes manières, avec des chroniques. Tu as eu plusieurs prises de parole à ce sujet. Toi, en tant que femme qui prend la parole, dont l'expertise est le féminisme et la politique, comment tu as vécu cette séquence ? Beaucoup de déception. Parce que proche quand même, tu vois, en tout cas idéologiquement et personnellement, d'un certain nombre de personnes au sein des LFI et de LV. Bon, après, c'est pas parce que ces personnes-là, en l'occurrence Quatennens et Bayou, relèvent de ces partis qu'il faut jeter le parti... avec l'eau du bain. Avec l'eau du bain, exactement. Mais quand même, quand t'es proche idéologiquement, et surtout un parti politique, moi j'ai poncé, vraiment poncé les programmes des candidates et candidats à la présidentielle, et il est clair que le programme des LFI, bien que certaines réserves, tu vois, par exemple l'abolition de la prostitution, moi je suis pas du tout favorable. Faut quand même rappeler, et ça personne ne le dit, mais quand même LFI a un programme à bolo, ce qui n'était pas le cas de LV. Était néanmoins un programme excessivement abouti en matière de violence. Et lorsque tu te dis, bon, bah, moi, j'ai envie, effectivement, que ce soit ces représentantes et ces représentants-là qui soient au pouvoir parce que leur programme est très ambitieux dans la lutte contre les violences et pour l'égalité. Et que tu vois qu'en fait, un de leurs figures de tête, figure principale, enfin, les figures, parce que là, on parle des deux, sont en réalité des hommes qui font subir des violences aux femmes dans leur intimité, c'est gravissime. En fait, tu dis, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, où est l'espoir ? Parce que on sait que c'est pas réservé aux partis de droite, les violences. Mais on sait quand même que les partis de gauche portent un discours déjà très volontariste dans le domaine et ont mis en place plus rapidement que les autres. Alors, il ne faut pas non plus se gargariser. C'était 2018-2017... les cellules pour parler pour les victimes, pour recueillir la parole des victimes. Donc c'est pas non plus révolutionnaire. C'était il y a 4 ans, quoi, max. Bon, voilà. Faut aussi le rappeler, je pense. Et tu dis, bon, il y a quand même une certaine volonté. Alors du coup, tu te poses la question, t'es là, mais c'est de l'affichage. En fait, c'est ça. C'est de l'affichage politique. Vous n'êtes absolument pas cohérent en interne avec ce que vous portez. C'est-à-dire que les idées que vous portez, vous, Julien Bayou, ou vous, Adrien Quatennens, ne sont pas cohérentes avec votre comportement au quotidien. C'est pas normal, ça. Donc, très déçue. Et pas surprise. Et le fait de prendre la parole et de porter une parole féministe, est-ce que pour toi, c'était difficile à ce moment-là ? Moi, j'étais très marquée du fait que on parle beaucoup plus... et on parle beaucoup plus des féministes qui parlent de l'affaire que de l'affaire. Alors, ça n'a pas été difficile pour moi parce que je ne suis pas engagée en politique de manière partisane ou institutionnelle. Tu vois, je ne suis pas députée, je ne suis pas au sein d'un parti, donc je m'en fous. Je peux balancer, je peux dire ce que je veux dans l'absolu sur qui que ce soit. Et c'est aussi pour ça que je veux garder la place que j'ai aujourd'hui et cette indépendance qui est fondamentale. En revanche, lorsque tu es au sein d'un de ces partis, effectivement, c'est excessivement difficile. Et c'est ce qu'on, pas moi, mais le on, bref, un peu impersonnel, c'est ce qu'ont vécu, en fait, d'une part, Clémentine Autain et Sandrine Rousseau. C'est-à-dire, c'est les autres qui déconnent, qui font de la merde, qui sont auteurs de violence, mais c'est elles qu'on va chercher. Genre vraiment, quoi.
Et c'est elles qu'on va chercher à décrédibiliser, à discréditer. Alors que ce sont elles qui sont engagées, et qui par ailleurs, les deux ont été victimes de violences, quand même, sexuelles et sexistes. Ouais. Les deux. Les deux. Et on s'en fout de leur balancer à la gueule leur trauma. On s'en fout. On va les chercher elles. Pourquoi ? Parce que ce sont elles qui ont décidé de se positionner avec tout le courage qu'elles ont et qu'il faut saluer en défenseuses des femmes. En ayant elle aussi un vécu personnel. Et douloureux. en ayant elle-même Ouais. un vécu personnel. Mais imagine la violence un peu du truc. Moi, j'aimerais bien qu'on aille chercher déjà les auteurs, d'abord, et puis les responsables politiques aussi qui étaient là. Non, mais attendez, franchement, c'est un super responsable politique. Hein. Non, mais attendez, moi je le connais. Ok, ils ont eu quelques problèmes, mais quand même. Il est très hein, sympa. voilà, il est super sympa. Au bistrot, vraiment. Ouais, c'est pas le genre. Sa tournée, C'est ces personnes-là qu'il faut aller Ouais. chercher, qu'il faut traîner sur les plateaux télé pour leur dire c'est quoi ce bordel, tu vois. C'est pas Sandrine Rousseau, c'est pas Clémentine Autain. Il faut les remercier d'être des lanceuses d'alerte. Les remercier d'être là, de faire en sorte de faire avancer le combat au quotidien dans leur propre famille politique. Imagine un peu le courage qu'il faut pour se mettre à dos tout le pour monde. se mettre à dos tout le monde, Ouais. parce que c'est comme ça qu'elles sont perçues. Et Donc c'est excessivement difficile. quand tu parles de ces sujets-là sur les plateaux, que ce soit tes chroniques ou même là dans un environnement un peu plus punchy, un environnement de débat, je trouve que tu restes super calme. Comment tu fais ? Et c'est quoi ton rapport à la colère en débat ? Est-ce que c'est ta personnalité ? Est-ce que c'est quelque chose que tu maîtrises, que tu as acquis dans les codes journalistiques ? Alors c'est marrant parce que la séquence que tu as choisie pour illustrer et introduire ce podcast, cet échange, je pense que c'est l'une des séances dans lesquelles j'étais la plus énervée. Ouais, et pourtant. J'étais excessivement énervée. Ouais. Vraiment, ce jour-là. Alors peut-être que je suis une calme de manière naturelle, très calme naturellement. Je suis pas sûre. Non, clairement pas. Je sais pas. C'est une bonne question. Là, moi, j'avais l'impression que ça se voyait que j'étais énervée. Quand sur tu cette séquence-là. Quand tu l'entends, est-ce que tu t'entends énervé ? Ouais, ou alors déter en tout cas. Déter. Voilà. Moi, je dirais déter. Ouais, déter. Je dirais Ouais, déter. c'est le bon terme. Parce que il y a. Pour moi, c'est différent, tu vois. Déter tout à fait. et vraiment énervé. Il y a ce Mais côté il y avait- un peu sortir de ses gonds. En moi, que tu ne j'avais dépasses quelque pas. chose qui peut s'assimiler à, oui, de l'agacement. Parce que j'étais face à des gens qui n'avaient pas vraiment... Enfin, pas face aux journalistes qui étaient là, et encore que, mais face aux auditrices, aux auditeurs et aux personnes aussi qu'on peut croiser en off, avant, après l'intervention, qui discréditent souvent cette parole et décrédibilisent, tu vois, en disant bon, ça va. Et c'est terriblement énervant, en fait. Et c'est énervant de voir aussi que les choses n'avancent pas. C'est très énervant, ça aussi. Et j'ai l'impression que pour moi, le défi dans ce genre de circonstances où il y a du monde, il y a de la contradiction, on entend les mêmes poncifs qui sont répétés, ça va très vite, on est sommé de revenir au fond alors qu'on a l'impression de donner du fond justement, que justement la difficulté, c'est de convoquer cette colère parce que c'est un sujet important et qu'il faut qu'on lui rende justice. Et en même temps, si on la convoque trop, on va pas nous le pardonner. Ouais, tout à fait. C'est un équilibre très difficile à avoir, t'as raison. C'est à la fois un moteur et un risque. Surtout quand on est une femme, parce que là, il suffit que tu hausses le ton. Hystérique, alors si t'es un mec, ouais. c'est bon. Là, t'as posé le débat, bam, bravo, il a gagné, la joute verbale. Si t'es une meuf, là, non, forcément, tu sais pas te contenir, t'es hystérique, t'es ceci, t'es cela. Donc il y a aussi ce risque. Je pense qu'il faut être juste... il faut être factuel, faut être sûr de ce qu'on dit. Faut être blindé, je pense. Faut être blindé et de se dire que dans n'importe quel retranchement qu'on essaierait de te repousser, il faut que tu arrives à trouver une issue, en quelque sorte. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je veux dire par là que tu sais très bien que tu vas avoir en face de toi des gens qui vont essayer de contredire ton argument, de le minimiser, de ceci, de cela. Il faut avoir une réponse à tout. Ouais. Voilà. Sinon, tu perds tes moyens, tu patauges, tu t'énerves.
Donc pour toi, c'est de bosser sur le fond qui te permet de soulever la forme et d'avoir ce ton qui est juste. Absolument, ouais. C'est une démonstration. Ouais. A plus B égale, je sais pas, C, D, ce qu'on veut après égale tout. une bonne prise de parole. Exactement. Je pense que c'est surtout ça, ouais. Tu te prépares beaucoup dans ce genre de situation ? Non. C'est complètement Est-ce que je viens de dire le contraire de ce que je viens de te dire ? Oui. Non, parce que sur le fond, c'est aussi connaître ton expertise. Oui. Écoute, j'ai écrit 250 pages sur le sujet. Et j'ai mené des centaines des dizaines, près de 100 interviews. Maintenant, j'ai le sentiment que ça va. Oui, ça va. Oui, alors quand j'essaie de revenir sur des... Si c'est un événement d'actualité spécifique, bien sûr, je me renseigne davantage et je potasse, etc. Ne serait-ce que sur les faits, tu vois, de manière très factuelle, parce que les faits sont importants quand même, hein. Il ne faut pas les oublier. Mais sur la mécanique globale de la domination, des rapports au sein de la politique et de la place des femmes, je pense que... Non pas que j'ai fait le tour du sujet, hein, mais je commence à avoir une certaine expertise, je pense, à ce sujet. C'est ça. Et tu es la personne... Et on t'invite pour ça. Oui. Et tu es la personne sur le plateau... Ce qui m'empêchera pas de dire des conneries un jour ou l'autre. Et je pense qu'on me le reprochera. Il faudra. Il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour nous rappeler à l'ordre, nous rappeler... Mais je trouve que quand on est une femme, on est aussi vite rappelé à l'ordre. Oui, non mais je parle pas des gugus en face de moi en plateau. Je parle plutôt des personnes qui me suivent, des militantes. Ta communauté, etc. Alors, pour terminer, Léa... Ah oui. Je vais te demander la question. Quel est ton meilleur conseil de prise de parole ? Ça dépend des contextes. Et encore une fois, je préfère parler de ce que je connais. Moi, si par exemple vous avez besoin de prendre la parole dans le cadre d'un débat, blindez-vous, quoi. Blindez-vous, ouais. Ouais, blindez-vous. Travaillez le fond. Rappelez-vous aussi, parce que c'est nécessaire, que vous êtes légitime. Parce que si on vous appelle, comme tu le disais tout à l'heure, moi, si on m'appelle pour parler des violences sexuelles et sexistes en politique, c'est qu'a priori, quelqu'un a décidé que j'étais un peu légitime. Exact. Donc si on vous appelle et qu'on vous demande d'intervenir sur un sujet, c'est que vous l'êtes. Néanmoins, il peut y avoir des zones d'ombre sur lesquelles on pourrait venir vous faire chier. Donc préparez-vous. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, chère auditrice, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes d'Éloquente, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous voulez m'aider à faire grandir ce podcast et permettre à d'autres personnes de le découvrir, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nourrir les algorithmes en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. À très bientôt, et d'ici là, n'oubliez pas de prendre la parole.